Je crains qu'il y ait quelques élèves qui restent en fond de salle debout. J'en suis désolée, mais je crois qu'il est temps de commencer, de débuter cette très belle soirée qui met à l'honneur les classes préparatoires de l'enseignement catholique d'Île-de-France. Donc, chers élèves, chers parents, chers collègues et amis, c'est une joie renouvelée et un immense honneur de recevoir un parterre aussi prestigieux de représentants des classes préparatoires de nos lycées d'Île-de-France de l'enseignement catholique. Alors permettez-moi également de me présenter à vous, puisque je suis le chef d'établissement de Saint-Jean-de-Passier et j'ai la grande chance d'être accompagnée ce soir non seulement par des chefs d'établissement des lycées représentés, mais également par leurs directeurs de classes préparatoires ou bien encore des professeurs de classes préparatoires. Nous avons donc un panel de partenaires de nos soirées d'orientation. Je me permets de saluer les établissements qui font partie de ce réseau des soirées d'orientation, Blomet, Gerson, Latour, Saint-Jean également, mais également d'accueillir, et ils sont nombreux ce soir, les élèves et parents d'autres établissements représentés par les personnes ici présentes. Je pense à Franklin, je pense à Sainte-Marie-de-Neuilly et tant d'autres. Merci à chacun d'écouter attentivement cette présentation qui, dans un premier temps, va permettre d'avoir une vision assez exhaustive de ce que représente le choix, chers élèves, pour vous qui êtes en première ou bien en terminale, le choix que peut représenter celui d'aller vers des classes préparatoires. Alors permettez-moi également de rappeler en propos introductif notre privilège en France d'être dans une logique d'orientation progressive. Je m'explique. Elle est progressive et elle est réversible. Nous aurons sans doute l'occasion, au cœur de la soirée, de revenir sur ce que suppose ce projet d'orientation. On peut faire un premier choix et puis revenir sur celui-ci, être guidé par les goûts, les talents de chacun et faire d'autres choix. Nous avons un système de l'enseignement supérieur en France d'une grande richesse. C'est un préalable qui permet d'apaiser, et je l'espère et le souhaite, toutes les craintes qui peuvent être encore présentes ce soir pour les élèves de terminale et leurs parents à quelques semaines de l'ouverture de Parcoursup. Et puis évidemment, permettre aux élèves de première de faire des choix fondés. Les élèves sont maîtres de leur destin, alors ils devront faire des choix, nous devons les y accompagner, et c'est l'objectif que nous poursuivons dans cette soirée d'orientation. Dans la perspective des études supérieures en France, il y a un système dual qui s'offre à nous, même si ce n'est pas complètement vrai. Néanmoins, le public auquel je m'adresse ce soir répond bien à cette dualité du système, c'est-à-dire un système universitaire qui a beaucoup évolué ces dernières années, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais nous avons surtout, et c'est l'objectif, un système de classes préparatoires aux grandes écoles hébergées dans nos lycées. Je me permets tout simplement, et vous avez sans doute déjà eu à goûter ces quelques éléments historiques qui appartiennent à l'histoire vraiment ancrée des classes préparatoires. Je vous rappelle que nous chérissons cette perspective historique et qu'il est bon, avant d'entrer véritablement dans la vie des classes préparatoires telles qu'elles s'offrent à vous aujourd'hui dans nos établissements, de reprendre quelques éléments de chronologie. Les classes préparatoires sont nées en France au XVIIIe siècle, la conjonction d'intérêts divers, mais attachées, et c'est un élément important qui fonde également le propos de la soirée, attachées à une formation d'excellence très rigoureuse et homogène pour tous les jeunes hommes destinés, et je le précise, destinés à former les futures élites nationales. Au même moment, à l'initiative de Vauban, les corps de l'armée mènent en place également des concours aux exigences scientifiques sans cesse accrues, avec la création d'un recrutement sur concours pour les armées savantes, génie, artillerie, marine, afin que, et il faut y voir là un message et un symbole précis, le mérite seul et la capacité des gens leur attirent des emplois. Voilà ce qui animait Vauban au moment de la création de ces concours. La Révolution française étend ce système de recrutement
à l'ensemble des administrations techniques, avec notamment la création de l'école polytechnique, et met fin à l'exclusivisme social qui limitait la possibilité de recrutement à ceux aptes à prouver leur qualité de naissance ou des liens de parenté avec un officier. Des classes de mathématiques spéciales sont dès lors dispensées dans les lycées qui ont la main mise sur la préparation au concours face à l'université. Nous sommes bien dans ce système dual. À la fin du XIXe, de nombreux établissements s'illustrent particulièrement par leur classe de mathématiques spéciales, et certains sont représentés ici ce soir. Les CAGN, donc les classes préparatoires littéraires, apparaissent en 1880 pour préparer au concours de l'école normale supérieure avec des classes de rhétorique supérieure. Les plus récentes sont les classes préparatoires économiques et commerciales, puisque les premières écoles de commerce, elles ont été créées à la fin du XIXe siècle. Le système de recrutement par concours n'est instauré qu'au siècle suivant. Et c'est seulement après 1970 que les prépas HEC, telles qu'on les appelait, désormais elles sont appelées prépas ECG, se multiplient dans les lycées. Les classes préparatoires, vous en conviendrez, font figure d'exception française pour l'enseignement supérieur. C'est donc de façon très précoce que se dessine la spécialité des classes préparatoires, à la fois détachées de l'université, plus impersonnelles, davantage vouées à former des intellectuels que des cadres pour la nation, autant que de l'enseignement secondaire dont elles ne partagent souvent que les murs. Cette histoire est toujours présente puisque nous abritons dans nos lycées ces classes préparatoires. Ces classes connaissent une très grande expansion tout au long de ces décennies. Elles semblent même tenir leurs promesses en se posant comme un vecteur de mobilité visant à promouvoir un recrutement large, efficace des futures élites, tout en maintenant la rareté de la formation de prestige qu'elles offrent. Quelques chiffres. Après-guerre, 1947, un peu plus de 8000 élèves dans les classes préparatoires. De nos jours, ce sont 83 000 élèves environ qui sont scolarisés dans nos classes préparatoires aux grandes écoles. Cependant, d'autres modèles, évidemment, vont advenir, et notamment le modèle universitaire anglo-saxon, qui s'impose comme un modèle concurrent, efficace de formation également des élites, et que le caractère méritocratique, tant des concours auxquels préparent les CPGE que de ces classes elles-mêmes, est mis en doute. Il semble donc ce soir parfaitement légitime de s'interroger sur l'efficacité des classes préparatoires à la française. Ce sera l'objectif de cette table ronde. Alors nous tenterons également d'observer quelques profils de classes préparatoires. Alors je suppose que vous pardonnerez le fait que nous ayons choisi parmi les élèves de terminale, de nos terminales de quelques années antérieures, pour permettre un témoignage vivant et incarné par des petites capsules vidéo que nous allons vous proposer. Est-ce que ces profils d'élèves qui rejoignent des classes préparatoires ont réussi à s'adapter au marché du travail et de la formation bouleversée de ces 30 dernières années? Ou les classes préparatoires font-elles montre d'une sclérose toute relative, d'un manque d'ouverture? C'est parfois les critiques que nous voyons advenir. Sous couvert de préserver leur rareté et leur prestige symbolique, entameraient-elles leur attractivité? Est-ce que nous devons tordre le cou au mythe de la prépa? Autant d'interrogations qui vous animent ce soir. Alors, tel étudiant pourra expliquer que la classe préparatoire, autour de laquelle il y avait beaucoup de rumeurs et de préjugés, est un lieu parfois proche de l'enfer. Tel autre peut parler d'hibernation sociale. Qu'en est-il véritablement? L'objectif est bien de donner la parole à ces étudiants qui, ma foi, ont vécu une classe préparatoire non pas dans un idéal et un fantasme de réussite et de formation intellectuelle, mais véritablement comme un lieu de formation humaine, ce que nous convoitons tant dans nos établissements d'enseignement catholiques. Alors,
avant cela, avant de peut-être parcourir ces images qui sont encore très présentes, d'une image sacrificielle qui est parfois donnée à ces classes préparatoires ou bien d'une ossature inspirante, eh bien, intéressons-nous au fonctionnement de la classe préparatoire, sans distinction d'origine de nos intervenants. Une table ronde, puis après, vous aurez le loisir de rejoindre tel ou tel espace dans cette salle Rossini, où nous serons avec les représentants des classes préparatoires scientifiques, ou bien dans Saint-Jean, où vous pourrez rencontrer professeurs, directeurs de classes préparatoires, des classes préparatoires littéraires, économiques et commerciales. Permettez-moi, avant toute chose, de présenter chaque intervenant des filières proposées ce soir et qui participe à la table ronde. Je remercie, on peut l'applaudir très chaleureusement, le chef d'établissement de Sainte-Geneviève à Versailles, Madame Isabelle Malbet. À ses côtés, un représentant des classes préparatoires de Sainte-Marie de Neuilly, professeur, Monsieur Christophe Bourgeois. Et enfin, chef d'établissement de Sainte-Marie d'Antony, Benoît Richard. Sans oublier le représentant des classes préparatoires de Saint-Jean-de-Passy, Philippe d'Alençon. Avant cette table ronde, place à nos anciens de Saint-Jean et leurs témoignages. Je m'appelle Armande Patrizio, j'ai fait mon lycée à Saint-Jean-de-Passy et j'ai rejoint ensuite la prépa Jules Ferry à Versailles. Donc en première année c'était en PTSI et la deuxième année en PT étoile. J'ai pu ensuite comme ça intégrer les arts et métiers. Je trouve que le choix de la prépa c'est d'abord un choix de cadre de travail, dans le sens où c'est vraiment pas le même entre une classe préparatoire standard, une prépa intégrée ou même une fac ou une école à l'étranger. Et je pense que c'est cette méthode de travail qui peut convenir ou non. Donc c'est cet apport de cadre pour plutôt un travail collectif versus un travail plus individuel en faculté par exemple. Et après, le choix de la filière pour moi a été assez évident, mais je trouve que par exemple pour déterminer quelle filière scientifique, ce qui est plutôt la question quand on s'intéresse aux mathématiques, c'est vraiment la matière dominante. Donc c'est vrai que c'est se renseigner sur, par exemple, la PT c'était très sciences de l'ingénieur, donc c'est très pratique, contrairement aux classes MP où c'est plus les mathématiques ou quoi. Je pense que c'est sur ces questions-là qu'il faudrait plus se sensibiliser pour faire un bon choix, finalement. Un choix qui nous correspond en tout cas. Ce qui a marqué mes années de prépa, c'est des vraies valeurs transmises, c'est-à-dire des vraies valeurs d'entraide. Dans le sens où c'est des séances de travail par exemple et on se retrouve, on est 5 ou 6 devant le même exercice de maths au tableau et en fait petit à petit on va tous grandir ensemble grâce à ces questions-là qu'on se pose, etc. Et en fait finalement on n'est jamais seul face à un exercice et on se retrouve dans des classes comme ça de 45 personnes tous en fait dans la même difficulté et c'est ces difficultés-là qui ont forgé des véritables amitiés, des amis que je vois encore aujourd'hui, avec qui je pars en vacances. Je m'appelle Hector Lannes, j'ai 19 ans, j'ai fait mon lycée à Saint-Jean-de-Passy et aussi ma prépa à Saint-Jean-de-Passy. Donc j'ai suivi une prépa commerciale, j'ai préparé le concours pour les écoles de commerce et aujourd'hui j'ai intégré HEC Paris en septembre. La filière, parce que moi j'hésitais beaucoup avec une prépa ingénieur, parce que c'est d'ailleurs plutôt la filière que j'ai suivie au lycée en faisant maths physique. Mais je me suis rendu compte que la physique ça me plaisait pas beaucoup et qu'au contraire les matières littéraires comme la philo ou la géopolitique pouvaient mieux me convenir. Donc c'est pour ça que j'ai préféré préparer les écoles de commerce. Et ensuite pour la prépa, alors je connaissais déjà assez bien Saint-Jean et puis je faisais confiance à la maison. Ce qui a marqué, je pense, c'est d'une part les rencontres que j'ai faites avec les professeurs mais aussi avec mes camarades. J'ai des amis que je sais que je garderai pour toute ma vie. Et d'autre part, donc voilà, d'une part les rencontres et d'autre part, je dirais bien sûr
tout l'apprentissage que j'ai pu faire pendant ces 2 années. Voilà, un développement de la curiosité intellectuelle qui est assez clair. Donc je dirais que c'est avant tout ces 2 éléments qui ont marqué ma prépa. Ce qui m'a rendu heureux, je dirais que c'est avant tout l'entourage, qui était d'une part du corps professoral qui était très bienveillant et très compétent. Moi j'avais une colle, un oral avec mon professeur et en fait je me rendais compte que j'avais beau travailler, j'étais à des années-lumière de ce que le professeur pouvait faire. Et ça c'est-à-dire un peu une certaine admiration et de me dire oh là là, quelle chance d'être ici. Alors concernant le risque en prépa, c'est une évidence que ça fait partie du stress. Tout le monde n'a pas l'école qu'il espère, il y en a qui réussissent moins bien leur concours, bon c'est comme ça, il y en a qui réussissent mieux en même temps. Moi par exemple, je sais que j'ai des camarades qui ont été assez déçus de leur concours, qui n'ont pas eu les écoles qu'ils espéraient, qui ont intégré ou qui pour certains ont cubé. Donc effectivement ça fait partie de la prépa. Pour autant, je suis absolument convaincu qu'il n'y en a aucun d'entre eux, parmi les déçus, qui regrette d'avoir passé 2 ans à Saint-Jean en prépa. Le concours, dire que c'est un détail serait excessif, mais en tout cas ça représente 1 mois ou 2 peut-être sur les 2 ans. Et donc en fait c'est pas grand chose. Alors on y pense presque constamment, c'est effectivement notre perspective, notre horizon, notre but. Mais l'essentiel de la prépa et de l'expérience n'est pas le concours. Bonjour, je m'appelle Cyprien Gavini. J'étais au collège et au lycée à Saint-Jean-de-Passy. En terminale, j'avais les spé HLP et Géopo. Et après, je suis allé en prépa littéraire AL au lycée Henri IV. Et à la fin de ma prépa, j'ai intégré l'ESSEC où je suis cette année. C'était un choix que j'ai fait pour plusieurs raisons. Un choix par passion, parce que j'aimais beaucoup les lettres et les matières littéraires, mais aussi un choix réaliste, parce que j'avais des bons résultats dans les matières à dissertation et dans les langues, et aussi parce que, étant donné que je ne savais pas ce que je voulais faire, la prépa et la prépa littéraire, c'était une bonne manière de me garder encore des portes ouvertes pendant quelques années, le temps que le choix mûrisse. Je pense que la prépa apporte beaucoup en maturité et en capacité d'organisation. Dès que je suis arrivé à Henri IV, j'ai tout de suite compris que ça allait être un endroit bon pour moi, parce que les premiers cours, tout de suite, les profs sont hyper passionnés et donc hyper passionnants. En prépa, surtout les profs, c'est tous des grosses têtes dans leur domaine, donc c'est hyper intéressant, ils ont toujours plus de connaissances à donner. Et en plus des profs, il y a aussi les élèves, parce que quand on arrive en prépa, on arrive avec des gens qui sont réunis souvent par des mêmes intérêts. Moi, en l'occurrence, c'était plutôt les lettres, les arts, etc. Mais j'imagine que dans les autres prépas, c'est d'autres intérêts communs. Et donc, ça permet à la fois de s'ouvrir à des gens qui sont différents de nous, mais qui ont comme point commun cette passion. Et ça, c'est hyper intéressant et ça permet intellectuellement, l'émulation, elle est incroyable en prépa, même en dehors des cours. Moi, j'avais des amis pour aller au musée, au cinéma, qui aimaient ça autant que moi. Mais j'imagine que, pareil, dans les autres filières, il y a d'autres passions communes. Et je pense que c'est ça qui doit être important en prépa, c'est quand même d'aimer ce qu'on fait, parce qu'on va en faire beaucoup. Et moi, vu que j'aimais beaucoup ce qu'on faisait en prépa, je me suis régalé. Voilà. Eh bien, merci à nos élèves, à nos anciens pour leur témoignage. Permettez-moi de m'adresser à Philippe d'Alençon. Quel profil d'élèves, et évidemment les participants à cette table ronde pourront enrichir le propos, quel profil d'élèves sont-ils recrutés en classe préparatoire? Quelles sont les caractéristiques essentielles, principales d'un bon préparationnaire, élève de CPGE? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai essayé de visionner un peu l'ensemble de mes étudiants et essayer donc de décortiquer un peu les éléments, les facteurs de succès, de réussite. Parmi ceux que je vois en premier, j'en ai identifié 4. Certains sont cités donc par Cyprien juste dans ce dernier témoignage, à savoir la passion. C'est quelque chose qui est important. Il faut se connaître, il faut avoir identifié et eu un retour positif et une reconnaissance validée par ses professeurs et ses proches pour un certain nombre de matières, des programmes, des
un appétit particulier pour creuser, approfondir et accroître ses compétences dans un domaine. Et ça, je pense que c'est important de partir de soi pour savoir choisir son terrain de jeu et ainsi ne plus voir les heures passer quand on sera au travail, parce que ça sera un champ de découverte et de très stimulant. Donc la passion pourrait être un premier point, se connaître en profondeur. Le deuxième point que je verrais aussi, c'est pour réussir en prépa, il faut quand même avoir ce goût pour le travail, une puissance intellectuelle qui va petit à petit croître, mais il faut avoir expérimenté un petit peu en partie cette dimension-là. Pour certains, c'est quelque chose qu'ils ont bien maîtrisé au lycée. Ils ont déjà travaillé, ils savent s'organiser, ils ont plaisir à se mettre à leur table de travail pour se concentrer sur un sujet, pour lire, pour creuser, pour être autonomes dans leur démarche intellectuelle. Et ça, c'est quelque chose de déjà validé. Donc ils ont déjà une belle maturité. Et en même temps, ils en veulent plus. Ils veulent encore monter d'un cran. Et ils se disent, voilà, la prépa, ça va être l'occasion d'expérimenter cela. Pour d'autres, sur ce terrain-là, ils ont plutôt été habiles. À savoir, je suis un lycéen, je veux être performant en faisant le moins possible. Et peut-être que certains se reconnaissent dans la salle sur ce sujet. Mais ceux-là, ils sont quand même lucides. Ils sont lucides, ils savent que pour le moment, ils n'ont pas encore donné le meilleur et ils ont bien conscience qu'ils ont une réserve et qu'ils ont envie d'aller expérimenter ce goût pour la quête intellectuelle et pour donc monter leur niveau. Voilà, donc il y a plusieurs réalités de profil derrière ce critère de la puissance de travail. Certains l'ont déjà expérimenté, d'autres souhaitent l'expérimenter et sont bien lucides sur le fait qu'au lycée, peut-être que ça a été encore un peu gentil. Et ils veulent justement monter leur niveau à leur tour. Un troisième point me semble important à mettre en avant, c'est la dimension sociale, la dimension interactive qu'il me paraît important de citer, et nos témoins l'ont bien cité eux-mêmes, à savoir que c'est une aventure à la fois personnelle et collective. L'élève qui rentre en prépa, il va faire un cheminement avec sa classe, avec sa promotion, à la suite de ses professeurs. Et cette interaction, ce va-et-vient de questions entre les étudiants et les professeurs, ces séances de travail, ces séances d'entraînement, le fait d'être simple et capable d'aller au contact, verbaliser une difficulté, expliquer à son tour à son camarade, vérifier la justesse de son raisonnement. Voilà, là-dessus, il faut que ça soit fluide, simple, facile. Et là-dessus, voilà, ça peut être un élément d'observation que vous pouvez avoir l'un l'autre. Et enfin, c'est aussi des moments que vous allez vivre, bien sûr, dans la classe, mais en dehors de la classe. Et ces moments un peu off seront aussi des moments à partager et qui vous permettront aussi de traverser à la fois les joies, mais aussi les moments plus difficiles. Et le dernier point qui me semble aussi intéressant d'observer, c'est le rapport au temps. Mon mot-clé, ça serait le mot cadence, à savoir entre un profil qui va rejoindre l'université et celui qui veut rejoindre une classe préparatoire, le rapport au temps n'est pas le même, parce que le programme est quand même très très vaste. Les professeurs sont contraints d'avancer et de respecter un certain nombre de temps de passage, et ça implique du coup une rapidité d'assimilation, une capacité qui va aussi être croissante, bien entendu, pour organiser son temps, pour être de plus en plus méthodique, efficace, apprendre à être, à bien travailler et à aborder un certain nombre de paramètres tous de front. Et voilà, cette capacité-là à gérer ce temps et à être dans un certain degré de rentabilité, je pense que ce sera aussi un point d'observation fin à avoir pour vérifier si je suis aligné sur ce profil qu'on essaye d'identifier. Alors nous avons pu entendre de la passion dans la voix pour nos élèves. Il y a également eu a priori de belles réussites, de belles qualités humaines qui ont pu s'épanouir. Néanmoins,
quelle serait, je m'adresse à Madame Malbé, la principale difficulté en classe préparatoire? Quel est le principal écueil de nos classes préparatoires? Alors, d'abord, messieurs, dames, bonjour, jeunes gens, bonjour. Je précise bien que c'est une aventure humaine, la prépa. Donc, les difficultés, elles vont se rencontrer individuellement et au fond de chacun, vous allez pouvoir relever tous les défis. Donc, la difficulté, c'est cette capacité à relever le défi devant une composition qui n'a pas été majorée alors qu'on était le premier ou la première dans sa classe, devant une incompréhension, devant une difficulté à travailler. Voilà, être capable de se remettre en question et surtout de ne pas s'arrêter à la première difficulté, au premier écueil, être capable sans cesse de se remettre sur l'œuvre du travail pour pouvoir dépasser tout ce qui peut rendre plus difficile une classe préparatoire. Et la chance que nous avons dans nos classes préparatoires, dans notre système de classes préparatoires, c'est que c'est un lycée amélioré. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des groupes entre 40 et 48, avec en face un enseignant qui est présent pour vous accompagner, pour vous soutenir. Vous allez pouvoir travailler avec vos camarades dans un système de trinôme, de binôme, et surtout, vous allez pouvoir, dans le cadre d'école, alors ça c'est un système qui est propre à la prépa, vous allez pouvoir fournir le travail nécessaire pour pouvoir vous améliorer et vous allez vous voir progresser. Donc, vous voyez, le lycée, c'est assez confortable. Eh bien, dans ce confort du lycée, vous allez pouvoir passer à l'âge adulte avec des enseignants qui vont vous accompagner dans un système qui, peu ou prou, est celui que vous connaissez déjà, mais pour vous faire grandir et puis pour vous dépasser. Voilà. Alors en classe préparatoire, on parle beaucoup du rythme. Monsieur d'Alençon, vous avez évoqué la cadence. Benoît Richard, quel est véritablement le rythme des élèves en classe préparatoire? Le rythme est important puisque les attentes, le programme, l'objectif, les objectifs sont hauts. Après, le rythme, il reste humain. Alors, vous avez 6 heures, 8 heures de cours par jour, à peu près. Vous avez des interrogations orales. Madame Malbé, vous parlez de ces cols, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est d'abord un lieu de formation, c'est pas un lieu de sanction. Et je crois que ce que disaient les élèves et ce qu'elle disait très bien, sur lequel je me permets d'insister, et ça fait partie du rythme, ces interrogations orales, il y en a à peu près 2 par semaine. Ce sont des moments de rencontre individuelle qui permettent de progresser, de comprendre, de voir ce qu'on n'a pas compris. Donc il y a les cours, il y a les heures de colle, il y a les compositions, au moins 1 par semaine. Et donc ça fait un rythme quotidien, de dire, assez soutenu. Et puis il y a le travail personnel après ça dépend des personnes, mais 3-4 heures par jour, de dire qui est là pour reprendre le cours de la journée, pour préparer les exercices pour le lendemain. C'est un travail solitaire ou c'est un travail collectif, et ça c'est un rythme dans lequel on rentre finalement assez facilement. Mais aussi dans ce rythme de la prépa, il y a aussi des temps de détente, des temps de convivialité avec des amis, des temps de sport. Le sport est quelque chose de très important pour se détendre. Et ça, c'est une question d'organisation. Donc le rythme est élevé, le rythme est extrêmement régulier, le rythme est très cadencé. Le rythme, on vous l'impose au bon sens du terme. C'est-à-dire que vous n'avez pas à le choisir, il vous est donné et vous vous y habituez petit à petit. Et finalement, vous avez quand même à votre âge beaucoup de neurones disponibles et de temps efficace disponible. Et c'est ce rythme qui va vous permettre de cadencer vos études et qui va vous permettre aussi de découvrir tous vos possibles. Donc oui, le rythme est important, oui, le rythme est intense, mais c'est un rythme qui est porteur de sens. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Bien sûr. Dans la poursuite et dans le prolongement de cette question, Monsieur Bourgeois, fabrique-t-on des bêtes à concours?
Oui, alors on voit bien la question, on voit bien l'imaginaire, les fantasmes qu'il y a derrière cette question. On présente, en fait, on veut toujours présenter les élèves de prépa comme des espèces de dominants, hein, des êtres dominants, soit parce qu'on a envie d'être soi-même dominant, soit parce qu'on a peur d'être écrasé par les dominants. Donc oui, des bêtes à concours, ce serait vrai si ces études était un petit peu comme le parcours du combattant ou comme certains tests psychotechniques. On vérifie les capacités de résistance des individus, peu importe finalement les exercices, peu importe le contenu des études, pour voir qui tient et ce petit reste qui tiendra formera l'élite. On a plusieurs fois cité ce terme. Ce qui est faux dans toute cette affaire, c'est qu'on ne prend pas du tout en considération la relation personnelle qui va se tisser entre le contenu des enseignements et puis l'étudiant. En fait, ce qui se joue, c'est d'abord la formation intellectuelle d'une personne. C'est ça qui est en jeu. Et j'ai envie de dire, quelle que soit la filière. Bien sûr, je pourrais vous montrer comment c'est le cas dès lors qu'on apprend dans une dissertation de lettres, un exercice que vous n'avez en réalité jamais fait au lycée, hein, contrairement peut-être à parfois ce que vous avez cru, comment pour la première fois on apprend à penser vraiment en première personne. Mais à vrai dire, je crois que c'est vrai de toutes les formations que nous représentons. Je veux dire, devant un théorème de maths, devant une question de géopolitique, comme devant un sujet de dissertation sur la liberté, la question qui est en jeu, c'est celle de la vérité. C'est une expérience de la vérité qui est en jeu. Et c'est aussi une expérience fondamentale pour l'être humain qui est en jeu. C'est l'expérience de l'infini de la culture. Alors, ça paraît être des grands mots, hein, on est bien d'accord, des grandes abstractions. Mais en réalité, souvent, on pourrait avoir l'illusion que ce qu'on nous demande, c'est de bien maîtriser ce qu'on a travaillé, de parfaitement maîtriser ce qu'on a travaillé, d'avoir fait le tour de la question pour avoir 20 sur 20. Le petit problème, c'est qu'en fait, la pensée, le discernement, la prise de décision, vous parliez des hommes d'action que sont censés former les prépas, il n'y a pas d'opposition entre les intellectuels et les hommes d'action là-dessus. Ce ne sont jamais des gens qui peuvent prétendre tranquillement avoir fait le tour de la question, tout maîtriser et pouvoir ensuite paisiblement avoir 20 sur 20. Non, en fait, ils seront toujours confrontés à quelque chose qui va les dépasser, quelque chose qui est au-delà de leur capacité. C'est ça l'infini de la culture. C'est notre relation profonde au savoir qui est en jeu. Voilà. Donc, le fait que ce soit exigeant, difficile, je ne sais pas, moi dans les filières que je représente en Cagne, c'est terrible hein, pour les élèves. Je ne dis pas ça pour vous décourager, plutôt pour vous mettre en appétit, hein, mais le sujet de disserte n'est jamais ce qu'ils ont travaillé en cours. Hein. C'est insupportable d'ailleurs à la longue. Hein. Jamais, jamais, jamais. Et en plus, comme les profs sont vaguement pervers, se dit-on, hein, sur les bords, ils font exprès de donner un truc qui n'est pas exactement ce qui a été traité en cours. Mais parce qu'il n'y a qu'au lycée que les questions auxquelles vous devez répondre ont déjà été préalablement traitées par un prof. C'est jamais comme ça dans la vie. Jamais les questions auxquelles vous devez répondre ont préalablement été traitées par quelqu'un. Jamais. Il faut toujours faire du neuf. Il faut toujours se dépasser. Il faut toujours aller au-delà. Il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours se laisser déplacer par ce qu'on travaille. Donc, je crois que cette formation intellectuelle, qui est celle des classes préparatoires, dans les disciplines qui est les nôtres, elle oblige à se confronter jeunes, et c'est une bonne nouvelle qu'on le propose à des jeunes comme vous, elle oblige à se confronter jeunes à ce que c'est vraiment que le savoir, à ce que c'est vraiment que la réflexion et à ce que c'est vraiment que l'intelligence. C'est profondément ça qui est en jeu, plutôt que les stratégies que pourrait développer une élite pour s'auto-reproduire. Parce qu'en fait, c'est un peu ça hein, qui a derrière votre question. Alors, face à un parterre de lycéens peut-être empressés, quelques parents inquiets, comment bien choisir sa classe préparatoire? Comment véritablement faire un choix et bien le faire? Alors sur cette question, en effet, qui est brûlante pour la plupart d'entre vous,
je vais récapituler un peu ce qu'on a déjà évoqué, mais il faut prendre conseil, il faut partir des forces en présence. Donc vos professeurs principaux, tous ceux qui vous connaissent, qui vous accompagnent, voilà, il faut savoir qu'est-ce que vous avez comme ressources et ainsi valider un cap, une catégorie de prépa, mais aussi peut-être un degré de sélectivité de votre prépa pour que vous optimisiez toutes vos chances de réussite. Dans la catégorie prépa, il y en a pour tous les niveaux d'une certaine manière. Certains auront besoin d'être très challengés, d'autres auront besoin de faire la course en tête, voyez-vous. Et dans ces cas-là, chaque conseiller d'orientation, chaque professeur principal sera là vraiment le meilleur allié pour vous aider à bien étalonner votre choix. Il y aura le choix de rêve, bien entendu, le choix de sécurité et le choix raisonnable. Donc la plateforme Parcoursup là-dessus est vraiment généreuse pour vous permettre justement de mettre plusieurs options de choix. Ensuite, à partir de là, il va falloir aussi adopter un principe d'incarnation. Vous avez compris, ce sont quand même 2 années de vie dont on parle. Donc 2 années, c'est donc des journées et des journées entières qui vont se dérouler. Il s'agit de bien se sentir dans l'espace, dans la maison que vous aurez choisie, donc dans l'ambiance, dans la façon de travailler, d'être aux étudiants, des étudiants être aux professeurs et dans un environnement porteur. Voilà, ça, ce sont des éléments qui sont importants à voir. Dans quel endroit je vais pouvoir vivre ? Est-ce que je serai chez papa et maman ou est-ce que je serai en chambre de bonne ? Est-ce que je serai en internat ? Tous ces facteurs-là, il va falloir les passer au crible pour savoir un peu si ce sont des leviers de succès ou au contraire de fragilité pour moi, personnellement. Donc ce principe-là me semble important. Et enfin, il faudra choisir. Choisir, c'est préférer. C'est ça que j'aimerais vous partager. Et comment fait-on pour préférer ? Mon meilleur conseil, c'est d'aller au contact. C'est de prendre votre bâton de pèlerin et de rencontrer telle ou telle prépa qui vous semble plutôt bien alignée sur ce que vous espérez, ce à quoi vous aspirez. Donc venez rencontrer telle et telle prépa, venez rencontrer les professeurs, vous mettre un peu dans l'ambiance de ces différents lieux, rencontrer des étudiants, des anciens de ces prépas. Voilà, tout ça va vous faire vivre une émotion, une expérience sensible qui sera, je pense, assez importante pour, in fine, valider. Et le pire du pire, ce serait que non, ce ne soit pas vous qui choisissiez, mais que ce soit Parcoursup qui choisisse à votre place. Donc tout ce que vous aurez pu mener à bien en amont, en vrai, je vous le recommande, faites-le et restez fidèle à cette intime conviction que vous aurez pu vous forger. Alors nous évoquons le fait de choisir au sein d'un groupe de classes préparatoires, mais qu'en est-il puisque les sirènes, j'évoquais dans mon propos introductif l'étranger, les sirènes des doubles diplômes, l'université a très largement compris qu'il était question aussi d'avoir une manière de sélectionner les élèves, chère Isabelle, comment au fond, face à ce marché de l'orientation qui s'ouvre, face à l'international, faire le choix d'une classe préparatoire. Quelle est la valeur ajoutée d'une classe préparatoire ? Alors, moi, je pense qu'une classe préparatoire, jeunes gens, c'est un chemin de vie. Donc, ce n'est pas un choix avec pour seul objectif le concours. Voilà, c'est un petit peu étonnant, peut-être comme discours. Mais pendant ces 2 ans, vous allez grandir, apprendre. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même très spécifique, c'est très franco-français, la classe préparatoire, mais vous allez grandir avec d'autres, vous allez vous heurter à la réalité d'une vie en communauté, vous allez devoir dépasser votre capacité de travail initiale, vous allez être sensibilisé à un certain nombre de disciplines, à des enjeux nouveaux, et vous allez développer votre intelligence, vous allez vous construire humainement, parce que dans tous nos établissements qui sont associés à l'État, il y a une construction humaine
qui va vous permettre de grandir et d'être adulte. Un jeune a dit tout à l'heure, je crois que si je n'avais pas fait une classe préparatoire, je ne serais pas ce que je suis devenue, parce que pendant ces 2 années, dans les différents établissements que nous vous proposons, vous allez trouver cette énergie qui va vous permettre de construire une vie humaine, une vie d'hommes et de femmes faite avec toutes les exigences que vous allez pouvoir développer. Voilà. Alors, après, en ce qui concerne les établissements étrangers, écoutez, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. En tout cas, la préparation est bien différente. Moi, je suis assez rassurée. La rentrée 2024 dans nos établissements et dans nos classes préparatoires, cette rentrée 2024 n'a jamais été aussi bonne que les rentrées précédentes, malgré, en dépit de toutes les propositions qui peuvent être faites à l'international. Et on voit bien qu'il y a un recentrement, parce que globalement, l'international, 2 ans, 3 ans après la prépa, vous irez. Et vous irez avec une autre maturité que celle d'un jeune qui quitte le lycée. Donc, des carrières internationales, vous pourrez les faire sans aucune difficulté immédiatement après la prépa, quand vous aurez commencé à entrer en école ou dans la vie active. Donc, on sent bien qu'effectivement, il y a un recentrement sur ce que propose la classe prépa, compte tenu de la dynamique à faire grandir un jeune homme, une jeune femme, et les faire devenir des adultes. Voilà. On peut rajouter que la prépa, donc c'est un lieu de vie absolument unique, et c'est très important. Et surtout dans nos maisons, on ne recrute pas des numéros, on ne recrute pas des numènes, on ne recrute pas que des notes, on recrute des personnes. Et ce ne sont pas toutes les formations qui ont dans leur ADN le fait de recruter des personnes. En vous rencontrant dans les journées portes ouvertes, en interrogeant vos professeurs principaux, en interrogeant vos responsables de niveau, ce sont des personnes qu'on recrute. Et donc, on est attaché au développement de chacune des personnes. C'était la première chose pour compléter un petit peu. Et la deuxième chose, peut-être un peu paradoxale, mais qu'il faut que vous entendiez tous, une prépa, c'est un parcours sécurisé. Contrairement à beaucoup d'autres parcours qui sont brillants, parfois très quadrichromiques, parfois très chers, mais qui n'ont pas cette sécurisation. Nous avons une double sécurisation. La première sécurisation, ce sont les crédits ECTS. Nous sommes habilités à délivrer, c'est-à-dire des crédits qui sont les crédits équivalents aux premières années d'université. La deuxième sécurisation, c'est de plus en plus, quel que soit le type de prépa, dire le nombre finalement de propositions de concours et de postes qui sont ouverts à la fin, ou le nombre de licences qui appellent est de plus en plus grand, et donc il y en a pour tous les profils. L'élève qui commence sa prépa et qui découvre que finalement, pour une prépa scientifique, il n'est peut-être pas fait pour être ingénieur, il va trouver aussi sa voie à travers tous les concours qui sont proposés. Regardez le témoignage de tout à l'heure de quelqu'un qui commence une prépa littéraire et qui part vers l'ESSEC. Il a découvert à travers la prépa littéraire sa voie de l'ESSEC. Donc il y a une double sécurisation de nos parcours, et il y a finalement extrêmement peu de formations qui proposent cette double sécurisation. Et avec cette double sécurisation, il y a même la ceinture de sécurité. C'était la première chose que je disais, on recrute des personnes. Par rapport à votre question sur les formations à l'étranger, il y a beaucoup de choses dans notre système éducatif qui ne fonctionnent pas très bien en France. On pourrait en parler longuement. Mais ce truc, les classes préparatoires, est l'une des rares choses qui fonctionnent bien depuis longtemps. Et même si on a perdu le fil des armées napoléoniennes que vous rappeliez au début de votre intervention. Donc, faisons confiance à cette partie de notre système éducatif qui fonctionne bien, qui permet de se construire intelligemment en étant soi-même pour se confronter ensuite intelligemment à l'altérité. Pour clore ce premier temps de table ronde, nous nous adressons à des lycéens
quels conseils, et je pense notamment à nos élèves de terminale ce soir, quels conseils pour bien gérer Parcoursup, quels conseils aussi pour les élèves de première qui auront à choisir 2 spécialités, quels sont les bons conseils à adresser à des lycéens ce soir? Pas de panique. Ben voilà, soyez détendus. Voilà. Vous avez une espérance de vie beaucoup plus élevée que la mienne. Voilà. Et donc, voilà, les tours et les détours sont des choses possibles. Donc la première chose, c'est pas de panique. 2, faites confiance. Faites confiance aux conseils que des professionnels qui vous entourent, qui vous encadrent, vont vous dire. 3, apprenez à vous connaître un peu vous-même et connaître vos motivations profondes, connaître vos goûts, connaître vos envies. 4, et je m'arrêterai pour laisser la parole à mes collègues, osez. Osez. Si vous n'êtes pas à l'âge où vous osez dire y aller, c'est désespérant. Et puis effectivement, faites les journées d'information ou les réunions d'information, allez dans les établissements. Parce que quand on se déplace, on sent quelque chose de ce qui se vit. On rencontre des adultes qui sont référents des formations. Et dans ce qui se vit, on sent si on va avoir cette adhésion, cette envie. Donc déplacez-vous. Vous avez la chance d'avoir en région parisienne pléthore de propositions et d'établissements qui proposent des classes prépa et donc des réunions. Déplacez-vous. Alors le CREC, c'est une réunion extrêmement intéressante. Nous sommes très nombreux dans un très joli lieu, mais ça n'est pas la même chose que se déplacer, de rentrer, de franchir le portail d'un établissement, de rencontrer des jeunes, de rencontrer des adultes qui sont là et qui peuvent vous apporter ce qui se vit dans cet établissement. Voilà. Et puis faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance, osez. Si vous n'osez pas maintenant, c'est un peu de temps de perdu. Donc osez, faites-vous confiance. Écoutez vos enseignants aussi. Ils savent, eux. Il y a beaucoup d'inquiétudes parfois autour de Parcoursup. Vous citiez, je pense, à dessein le mot de Parcoursup. On ne sait pas pourquoi ça déclenche. Le simple fait de prononcer ce mot déclenche des réactions parfois un peu étranges chez les uns et les autres, notamment parmi les familles. Et en fait, on a l'impression qu'il faut gamberger pendant des heures sur la meilleure manière d'utiliser Parcoursup, sur les meilleures stratégies à développer. Et en fait, la question n'est pas là. La question n'est pas la stratégie à avoir sur Parcoursup. La question n'est certainement pas de se faire coacher pour sa lettre de motivation. Que sais-je encore ? Ça n'a aucun intérêt. Strictement aucun intérêt. C'est du temps que vous perdez pour rien. La vraie question, c'est ce que vous voulez faire. La vraie question, c'est ce à quoi vous aspirez. La vraie question, c'est vos centres d'intérêt. C'est là où vous porte votre cœur. C'est vraiment ça, la seule et unique question. Ce n'est pas une question facile. Donc, pas de panique, bien sûr, mais on est bien d'accord que ce n'est pas une question facile. Les choix que vous commencez à poser dans votre existence sont des vrais choix. Des choix qui seront de plus en plus des choix personnels. Des choix qui vous permettront de devenir vous-même. La vraie question, elle n'est que là, pas ailleurs. Pas ailleurs. Vous trouverez une place. Vous n'aurez pas de difficulté à trouver un travail plus tard, quelle que soit l'inquiétude qui saisit parfois légitimement vos parents devant l'état du marché du travail. La vraie question, c'est de savoir ce que vous voulez faire de votre liberté, et de votre liberté intellectuelle tout particulièrement. Ça, c'est une question qu'il vaut la peine de se poser. Et pour ça, il vaut mieux laisser de côté toutes sortes de raisonnements purement stratégiques. L'éducation n'est pas affaire de stratégie. Voilà. Ou alors il faut tous
ici que nous rendions notre tablier une bonne fois pour toutes, parce que nous ferions un métier absolument déplorable. L'éducation n'est pas une question de stratégie. L'éducation, c'est savoir ce qui va réellement vous construire et vous permettre de devenir vous-même. Et ce choix limité que vous allez faire après le bac va y participer. Et les classes préparatoires contribuent au déploiement d'une formation encore généraliste, langue vivante, culture générale, lettres, philosophie, avec évidemment des choix de spécialité. Mais l'on préserve, vous évoquiez, Madame Malbé, le lycée amélioré. On préserve vraiment des matières qui étaient celles également du lycée. Oui, c'est des disciplines, effectivement, dont vous avez déjà touché du doigt un certain nombre de choses. Moi, je voudrais revenir à ce que vous étiez en train de dire. N'écrivez pas dans vos lettres ce que nous avons envie d'entendre. Parce que vous allez vous fourvoyer. Comprenez bien qu'en recrutant des jeunes, on va effectivement les recruter à travers vos résultats scolaires, à travers ce que l'on va dire de vous dans les appréciations, et puis à travers cette lettre, une lettre de motivation qui est donnée à travers une lettre de présentation. Ce qui est important, c'est que nous arrivions à vous connaître. N'écrivez pas ce que nous avons envie de lire, si ce n'est pas vous. Parce que pendant 2 ans, eh bien, le choix que vous avez fait, que nous avons fait à travers ce que vous avez écrit, ne sera pas le bon et on ne sera pas en adéquation. Il ne faut pas écrire pour nous faire plaisir. Je vous assure que nous avons recruté une jeune fille lors de cette promotion qui a commencé sa lettre en disant « J'adore mes ongles ». Eh oui. Mais derrière la lettre, il y avait tellement de sensibilité, une telle intelligence, parce que vous vous doutez bien qu'elle ne nous a pas parlé que de ses ongles sur 25 lignes. Bien, on a senti cette appétence, cette intelligence, cette volonté à nous rejoindre. Donc, n'écrivez pas, alors n'utilisez pas, bien entendu, des coachs qui vont vous faire la lettre à votre place, ni à notre système informatique qui vous déshumanisera. Voilà, on cherche des personnes, des humains. Je crois que c'est une belle façon de terminer ce premier temps de la soirée. Propos généralistes sur les classes préparatoires. Vous allez pouvoir tantôt rester dans cette salle pour ceux qui font le choix d'écouter les directeurs, chefs d'établissement de classes préparatoires scientifiques. Pour les autres, c'est-à-dire les profils se dirigeant vers les voies ECG ou bien les prépas littéraires, eh bien, nous allons vous inviter à rejoindre Saint-Jean-de-Passy avec un certain ordre, Monsieur d'Alençon, que je vous laisse donner à chacun.